Bonjour à tous. Je me présente en quelques mots. André Antibi, je suis professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse, professeur de maths, donc enseignant-chercheur. Et il y a deux parties dans ma carrière de chercheur. J'ai d'abord fait ma recherche en mathématiques pures, et maintenant depuis plus de 25 ans, je fais clairement mes recherches sur l'enseignement des maths, et plus généralement l'enseignement. Alors, on va parler d'évaluation aujourd'hui, mais je tiens à préciser que c'est pas tout à fait exact. Le thème que je vais aborder avec la collaboration de Corinne, si on me demandait quels sont les mots-clés associés à ce thème, je dirais c'est pas le mot évaluation qui vient en premier, c'est plutôt lutte contre l'injustice, contre la souffrance des élèves, et on parlera aussi d'évaluation. Alors pour illustrer mon propos, des articles sur l'évaluation écrits par d'excellents chercheurs, il y en a beaucoup. Ça donne lieu en général à combien d'articles dans la presse, dans les hebdomadaires, aucun pratiquement, mais dans des revues spécialisées, oui. Le thème que je vais vous présenter, depuis la sortie de mon premier livre en 2003, eh bien on a dépassé les 1000 articles, pratiquement tous les journaux de France, toutes les télés, toutes les radios en ont parlé. Je ne dis pas ça du tout pour me faire mousser, je dis ça pour vous montrer qu'il s'agit de bien d'autre chose que d'un simple problème d'évaluation qu'un chercheur viendrait vous présenter. Alors, la constante macabre, de quoi s'agit-il? Imaginons un nouveau professeur dans un lycée qui enseigne une matière importante pour l'orientation, les mathématiques. On ne le connaît pas, un mois après la rentrée scolaire, il rend un contrôle à ses élèves, toutes les notes au-dessus de 14, moyenne de classe 16. On dirait qu'il a passé de bonnes vacances. Si ça se reproduit 3 fois, tout le monde s'inquiéterait, y compris les parents d'élèves, qui demanderaient un rendez-vous au chef d'établissement pour avoir des précisions. Donc ça, je vais le répéter plusieurs fois. Le dysfonctionnement que je vais dénoncer, c'est pas du tout la faute des enseignants. C'est un vrai phénomène de société. Tout le monde est partie prenante, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes. Ce que j'appelle constante macabre, c'est ce pourcentage à peu près constant d'échecs qu'il doit y avoir dans une classe pour que la situation paraisse crédible. En d'autres termes, quand toutes les notes sont bonnes, ça semble suspect, le prof passe pour un laxiste. On pourrait se dire que c'est une vue de l'esprit chez moi. Pas du tout. C'est reconnu par pratiquement tous les partenaires du système éducatif. Il y a des exceptions, ça doit nous rendre optimistes, parce qu'on pourrait se dire que ça provient des Français qui seraient sadiques. Mais pas du tout. Dans notre pays, il suffit de changer de matière pour qu'il n'y ait pas de constante macabre. Alors je pense à quelle matière? Les matières considérées à tort, j'insiste beaucoup là-dessus, à tort, comme secondaires. Musique, arts plastiques, éducation physique, des travaux pratiques, etc. Vous savez, quand un professeur donne son avis dans un conseil de classe et qui enseigne une de ces matières, c'est un moment de détente pour le groupe, on l'écoute très peu. Alors là, il n'y a pas de constante macabre. Ça veut bien dire que ce n'est pas la peine d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour changer nos mentalités. Il suffit de voir ce qui se passe à côté, dans les matières considérées à tort comme secondaires. Dans l'enseignement primaire, j'ai pensé, je l'ai même écrit dans mon premier livre, La constante macabre, qui est sorti en 2003, j'ai pensé qu'il n'y en avait pratiquement pas. Je me suis trompé, quand on fait de la recherche, on évolue. Maintenant, je peux affirmer que dans l'enseignement primaire, non seulement cette constante macabre existe, mais de manière encore plus redoutable. Alors, plus précisément, vous savez qu'en principe, on demande aux collègues du primaire de ne pas mettre de notes. Acquis, non acquis, en voie d'acquisition, ce qui fait que, inconsciemment, encouragés par la structure officielle qui les encourage à répartir les élèves en 3 paquets, le professeur se sent obligé, pour être crédible, de mettre des élèves dans chaque paquet. Cette constante macabre existe. Dans l'enseignement professionnel, alors là, il est vrai qu'il y en a moins. Dans l'enseignement professionnel, il y en a moins. On peut rendre hommage à l'enseignement professionnel, qui est dans bien des domaines en avance sur l'enseignement général au niveau des réflexions pédagogiques. Les premières victimes de ce dysfonctionnement dans le cursus scolaire
Tout le monde en est victime d'abord en France. On va le voir, mais y compris dans les classes de soi-disant de très bon niveau, etc. Mais les premières victimes dans le milieu, dans le cursus scolaire, ce sont les enfants de milieux défavorisés. Ceux qui ne peuvent pas se faire aider par leurs parents, qui ne peuvent pas se faire payer des cours particuliers, c'est ceux que l'on retrouve, bien entendu, dans ce mauvais paquet. En principe, on parle des 3/3. Les bons, les moyens, les mauvais. On va revenir sur... La France est un des pays au monde où le milieu social d'un élève a la plus grande influence sur ses résultats scolaires. Pour moi, c'est clairement une conséquence de la constante macabre, qui existe dans notre pays et qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays, à part quelques pays qui suivent le modèle français. Malheureusement, j'ai envie de dire l'Afrique francophone, Espagne, Belgique. Alors, avoir la moyenne, si on devait me demander quelle est, à mon avis, l'expression la plus stupide quand on parle d'éducation, ben je dirais avoir la moyenne. Plus précisément, personnellement, pendant 20 ans, 20 premières années d'enseignement à l'université, j'étais convaincu qu'un bon sujet d'examen que je posais devait donner lieu à une moyenne de 10 sur 20. J'étais un peu généreux, j'ai un tempérament toujours un peu généreux, 10,1. 10,2. Mais il ne fallait pas que ça approche des 11, on me regardait de travers, c'était trop laxiste. 10,20, 10 de moyenne. Ma mission était remplie. Je ne sais pas si vous réalisez l'absurdité de la chose. Plus précisément, 10,20 avec une répartition régulière des notes, ça veut dire qu'il y a environ la moitié des élèves qui ont moins de 10 et la moitié plus de 10, donc la moitié en échec avec moins de 10. Eh bien, moi qui adore mon métier, j'étais convaincu que mon métier, je le faisais bien. Si un élève sur 2, c'est un échec. C'est absolument stupide, c'est inconscient. Inconscient, c'est un mot qui va revenir souvent dans ce cours que j'ai le plaisir de faire devant vous. Voilà. La constante macabre et les 3/3. Souvent, les médias me présentent, en croyant bien faire, comme l'inventeur des 3/3. André Antibi, celui qui aurait inventé que dans une répartition de notes, on a tendance à retrouver les bons, les moyens, les mauvais. Donc ça fait plusieurs décennies, pour pas dire plusieurs siècles qu'on le sait, ça c'est pas de moi. Pas du tout. Ce qui est de moi, je tiens à le préciser, c'est la chose suivante, c'est le jour, c'était en 1988, où j'ai pris conscience, ça a été un choc terrible, d'où l'origine de ce mot macabre, c'est pas pour faire un joli titre de livre, c'est le cri du cœur. J'ai pris conscience que c'était profondément injuste. Jusque-là, pendant 20 ans, vous voyez, c'est long 20 ans, je ne m'en rendais pas compte, j'étais convaincu que c'était normal. Je dis bien, quel que soit le travail et le niveau de compréhension des élèves. Alors ça, c'est de moi. Dans les classes de très bon niveau, souvent on me dit, lorsque j'ai effectué mes enquêtes, tu parles. Si nos élèves étaient bons, il n'y aurait pas de constante macabre. Le niveau baisse. Avec une parenthèse, vous devez savoir que Socrate le disait déjà. Le niveau baisse, c'est pas nouveau. Ça baisse depuis Socrate. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Alors, ça, je dis avec force que ceux qui racontent ce genre de choses se trompent. C'est même triste parce que souvent ce sont des personnes qui ont pignon sur rue. Le niveau ne baisse pas dans notre pays. Les priorités ont évolué. C'est vrai que par exemple en orthographe, les élèves sont moins bons qu'il y a 50 ans. D'ailleurs les profs aussi. Quand j'ai fait mon enquête, je ne m'attendais pas à découvrir ça. Ça veut dire que le niveau en orthographe dans notre pays a baissé. Mais dans le même temps, le niveau dans d'autres domaines a augmenté. Par exemple, initiation à l'informatique, mais pas que ça. Donc le niveau baisse, ce n'est pas vrai. Alors des interprétations rapides. Souvent quand on parle de ce phénomène, quand on parle de moi, certains collègues ont lu, m'ont écouté, donc c'est tout à fait respectable qu'ils donnent leur avis. D'autres, pas trop lu, ne m'ont pas trop écouté, et on balance, comme on dit. Alors la première chose, ça concerne essentiellement les maths. Vous savez que c'est faux. Vous savez que c'est faux. Un professeur de lettres, par exemple, même lorsqu'il est très croyant, ne mettrait pas fin à Dieu à une dissertation. Ça, c'est bien connu. Ça ne concerne pas que les maths. Un cousin qui est professeur de lettres classiques dans un lycée parisien, j'ai souvent eu des discussions avec lui. Une fois, ça m'avait frappé, parce qu'il me dit, tu sais, tu exagères.
quand je tombe sur une excellente, sur une très bonne copie, j'hésite pas à mettre une excellente note. Je lui dis combien? Il me dit 13, 14. Ça n'existe pas comme maths. Par contre, il y a une spécificité des maths, ça c'est tout à fait vrai, c'est que la société a choisi les maths actuellement comme matière privilégiée pour la sélection, pour l'orientation. C'est pas éternel. Il y a 50 ans, c'était le latin. Dans quelques années, ce sera peut-être autre chose. Suppression des notes. Toujours dans les interprétations rapides. Je voudrais à Yes supprimer les notes. Ce n'est absolument pas le cas. La suppression des notes est un faux problème. Malheureusement pour notre pays, je dis bien malheureusement parce que ce serait beaucoup plus simple. On supprimerait les notes et on n'en parlerait plus. Malheureusement, la constante, je dis avec force, la constante macabre n'est pas un problème de notation. C'est un problème de culture de l'évaluation. On ne mettrait ni notes, ni lettres, on ne mettrait que des appréciations. Avec notre mentalité actuelle, on s'arrangerait toujours pour avoir un certain pourcentage de mauvaises appréciations pour être crédible. Toujours dans les interprétations rapides, aucune barrière dans les études. Il y en a qui prennent peur. Si on supprime la constante macabre, notre pays sera ingouvernable. Tout le monde sera professeur, pilote de ligne, médecin, aucune barrière. Absolument pas le cas. Je suis favorable aux concours professionnels qui existent dans notre pays, qui n'existent pas partout. Par exemple, aux États-Unis, tout se fait sur dossier. Les concours, pour être professeur, il faut passer le CAPES, par exemple, etc. J'y suis très favorable. Mais qui dit concours, dit situation transparente. Il y a un certain nombre de places, on est reçu, on est collé, on peut être collé avec 15, mais la situation est claire, ça n'a rien à voir avec la constante macabre que l'on trouve inutilement depuis l'école primaire. Toujours dans les interprétations rapides, laxisme. Je serai laxiste. C'est le seul point où je perdrai un peu mon sang-froid, parce que c'est absolument de la calomnie. C'est le contraire. Vous verrez que le système d'évaluation que nous allons vous présenter avec Corinne, tout à l'heure, c'est le contraire. Avec ce système d'évaluation, par contrat de confiance, les élèves travaillent infiniment plus. Conséquence de la constante macabre. Pour reprendre un article du Monde, c'était la une du journal Le Monde, ça pourrit notre système éducatif. Avec une parenthèse, notre système éducatif qui est de grande qualité, parce que là, je vais vraiment remettre en question notre système d'évaluation, mais le système éducatif français, je peux l'affirmer, a de très grandes qualités par ailleurs. Quand on le compare, par exemple, au régime pays anglo-saxon, il y a un développement de l'abstraction, du raisonnement, de la rigueur qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors les conséquences, elles sont multiples. Lutte contre l'échec scolaire, on ne parle que de ça depuis bien longtemps, et on n'arrivera jamais à supprimer l'échec scolaire. Comment voulez-vous supprimer l'échec scolaire dans un tel contexte? Un professeur est montré du doigt s'il n'a que des bonnes notes. Détérioration du climat de confiance entre les professeurs et les élèves, on en reparlera tout à l'heure, quand on vous présentera le système d'évaluation par contrat de confiance précisément. Perte de motivation et de confiance en soi des élèves. Il est clair qu'avec un tel système, les élèves ne peuvent pas avoir confiance en eux. Orientation des élèves, elle ne peut pas se faire de manière très nette, c'est évident aussi. Comment voulez-vous faire une bonne orientation? Un professeur qui met 6 à un élève, on lui demande est-ce qu'il peut suivre dans sa matière? Il ne peut pas dire oui. Mais ceci, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 cas possibles. Ou bien ça correspond à un vrai échec, l'élève qui ne travaille pas assez, qui n'aime pas la matière, qui a des problèmes. L'école n'est pas responsable de tout. Il peut avoir des problèmes dans sa famille, ailleurs qu'à l'école. Mais ceci peut aussi être la conséquence de la constante macabre. C'est ce que j'appelle de l'échec artificiel. Comment voulez-vous faire une orientation sérieuse dans ces conditions? Redoublement, toutes les études montrent que sur du long terme, c'est pas très efficace. Moi, je joue un argument très fort. Quand on se dit que souvent on fait redoubler un élève parce que dans une ou 2 matières considérées comme essentielles, il a des notes insuffisantes, on lui fait refaire tout. C'est discutable. Mais si on se dit qu'en plus, les notes qui étaient à l'origine de cet échec n'étaient pas un vrai échec, c'était de l'échec artificiel, ça rend encore plus sceptique. Toujours dans les conséquences, vous allez voir, il y en a beaucoup. Mal-être, stress à l'école. Il y a une enquête internationale dont on n'est pas très fier. Je fais beaucoup de conférences et je vous assure que quand je demande au public quels sont ceux qui sont au courant de cette enquête, je vais vous dire de quoi il s'agit, il y en a 1 sur 500. Alors que c'était paru à l'époque, il y a 7-8 ans, dans les hebdomadaires,
le Nouvel Observateur, le Monde de l'éducation, c'était pas resté tenu secret. De quoi s'agit-il? 275 000 élèves interrogés lors d'une enquête PISA de l'OCDE, élèves de 15 ans. Question, êtes-vous heureux à l'école? Question toute bête, êtes-vous heureux à l'école? Vous savez quel est le rang de la France? On n'en est pas fier. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ça ne se sait pas. C'est dommage, parce qu'on comprendrait à quel point cette constante macabre est redoutable. On est dernier. On est dernier, 41e sur 41 pays. C'est clairement une conséquence de cette constante macabre. C'est difficile d'être heureux dans un environnement empreint d'une compétition permanente. Que de ça. Violence du système scolaire. Souvent on me pose la question, quand je fais des conférences grand public, il y a des médecins, des assistantes sociales, est-ce qu'il y a un lien entre la constante macabre et la violence du système scolaire? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de lien quand on prend en compte tout le temps que passe un élève à l'école? Il y a un lien entre ce qui se passe à l'école et son développement psychologique, avec une mise en garde. Une mise en garde très importante. Beaucoup de collègues, lorsque j'effectuais mes enquêtes, m'ont dit « Tu sais, tu exagères, quand je remets une mauvaise note à un élève, je lui fais comprendre que c'est juste la feuille qui a la mauvaise note, la feuille, que c'est pas lui. » Quelque chose du genre, mais oui, c'est pas grave, tu joues bien du saxo, tu cours vite, enfin, il y a autre chose dans la vie. C'est ce que j'appelle mettre une mauvaise note gentiment. Tu as 3, mais c'est pas très grave, etc. Et alors, ça les déglingue quand je leur dis que pour un élève, c'est pire. Ah, c'est pire pourquoi? Parce qu'un élève qui a 3 dans ces conditions, j'appelle ça mettre une mauvaise note gentiment. Qu'est-ce qu'il se dit, oh là? Qu'est-ce que je dois être nul pour avoir 3 avec un professeur aussi gentil? Il préférait à la limite avec 3 avec quelqu'un de très désagréable, ce salaud, cette salope, il m'aime pas, c'est pour ça qu'il m'a mis 3, mais là c'est le contraire. Tu sais, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je suis arrivé à 3, voilà. Donc on s'en sort pas comme ça. Cours particulier, ça devrait nous interpeller, cette inflation de cours particuliers dans notre pays. Il y a certaines classes où tous les élèves prennent des cours particuliers. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? J'exagère un petit peu. Tous sauf 4 ou 5. Allez, ce sont les enfants d'enseignants qui les ont gratuitement. Il n'y a pas de cours particulier. Moi, j'avoue que je donne des cours, j'aide mes enfants, alors qu'ils s'en sortent très bien à l'école, je les aide. Vous n'êtes pas posé la question? D'où ça vient? Ben, je vais vous dire. En classe de concours, est-ce qu'on peut concevoir que les cours particuliers soient utiles? Ben oui, parce que qui dit concours dit il faut être meilleur que les autres. Il ne suffit pas de connaître les capacités exigibles, être meilleur. Donc tous les moyens sont bons. Pourquoi retrouve-t-on ça alors qu'il n'y a pas un concours officiel? Mais parce que, à cause de la constante macabre, en France, je le dis avec force, dans notre pays, tout examen est un concours déguisé. Il faut tout faire pour échapper au mauvais paquet de la classe. Un phénomène inconscient, pourquoi? Pourquoi ce phénomène est-il inconscient? Alors ça, quand je m'adresse à des enseignants, je leur dis très clairement que c'est le point peut-être le plus important pour eux. Alors, je vais vous proposer 3 raisons. Je rappelle qu'en ce qui me concerne, pendant 20 ans, je ne m'en rendais pas compte. Pendant 20 ans, j'étais persuadé qu'avec un élève sur 2 en échec, ma mission était remplie. Première raison qui n'est pas spécifiquement liée au phénomène de constante macabre, c'est la tradition. Tradition, c'est quelque chose de terrible. Ça fait penser au café du commerce, par tradition, je joue le 12 au tiercé. Oula, c'est plus profond. Qu'est-ce que c'est la tradition? Quelque chose existe, le temps s'écoule, l'être humain n'aime pas sortir des normes, on continue, on fait toujours pareil. La constante macabre a toujours existé, on continue sans se poser de questions. Alors pour illustrer un petit peu ces effets redoutables de la tradition, je donne l'état de la valise à roulettes. Vous prenez le train, l'avion, qu'est-ce que vous remarquez sous les valises? Des petites roulettes. Combien de décennies a-t-il fallu attendre pour se décider à mettre des roulettes sous une valise? Est-ce que c'est la faute à Mitterrand, à Chirac, à la gauche, à la droite? Non, parce que par tradition, on estimait que des roues, ça se met sous une voiture, derrière des chevaux, éventuellement même sous un chariot sur lequel on pourra mettre une valise, mais pas sous la valise. Les 2 points qui suivent sont étroitement liés au phénomène de constante macabre. Et le point que je vais vous présenter maintenant est peut-être le plus important de tous les points. Sinon, ce serait grave. Pendant 20 ans, je reprends mon cas, ne pas se rendre compte, et la majorité des enseignants ne se rendent pas compte qu'il y a un dysfonctionnement.
C'est ce que j'appelle confusion entre phase d'évaluation et phase d'apprentissage. Ça, c'est un point essentiel. Alors moi, dans mes ouvrages, pour simplifier, ce que j'appelle phase d'évaluation, c'est l'évaluation sommative, celle qui donne lieu à une note. Tout le reste, pour moi, c'est phase d'apprentissage, pour simplifier. En phase d'apprentissage, quand un professeur présente une notion à un élève, à sa classe, pas qu'à un élève, à ses élèves, est-ce que tous les élèves comprennent à la même vitesse? Ben, évidemment non. Il y en a qui comprennent tout de suite, d'autres qui comprennent plus lentement, et d'autres encore plus lentement. C'est-à-dire que là, d'une certaine manière, vous retrouvez cette répartition en 3 tiers, les bons, les moyens, les mauvais, en termes de vitesse d'acquisition. C'est naturel, la vitesse d'acquisition, tous les êtres humains ne sont pas pareils, il y en a qui sont plus vifs que d'autres, etc. Et moi, l'hypothèse que j'aimais pour expliquer le côté inconscient de ce phénomène, c'est la suivante. Inconsciemment, on transpose ce schéma qui existe vraiment en phase d'apprentissage à la phase d'évaluation. Or, la situation est nettement et complètement différente. Pourquoi? Parce que le jour de l'évaluation, il se peut qu'un élève n'ait pas compris immédiatement en phase d'apprentissage, mais il se peut qu'il s'en sorte très bien par son travail et qu'il ait réussi, s'il n'y avait pas de piège voulu ou involontaire le jour d'un contrôle, qu'il s'en sorte parfaitement bien. Et on sait très bien que ceux qui travaillent plus lentement que d'autres ne travaillent pas pour autant plus mal que les autres. Alors ça, c'est un point très important. Je répète, on transpose ce qui se passe en phase d'apprentissage, et là, les 3 tiers existent, on a tendance à transposer ça à la phase d'évaluation. Troisième raison que je propose, le lien avec la courbe de Gauss. La courbe de Gauss, je vous rappelle ce que c'est en quelques mots. Imaginons que l'on mesure les tailles d'un grand nombre d'individus, par exemple les hommes, taille moyenne de 1m75, on imagine aisément qu'autour de 1m75, il y en a beaucoup, 76, 77, et que plus on s'éloigne d'un côté ou de l'autre, il y en a de moins en moins. Il y en a très peu qui mesurent 2 mètres, très peu qui mesurent 1m50. Imaginons qu'on veuille représenter cette répartition par une courbe, étant entendu que la hauteur du point de la courbe représente le nombre de personnes. Et bien on aurait une courbe en cloche, centrée, symétrique, centrée à 1m75. Ça s'appelle une courbe de Gauss du nom de son inventeur, Carl Friedrich Gauss. Et encore maintenant, ça c'est pour vous dire que c'est un phénomène redoutable, cette constante macabre. Encore maintenant, des chercheurs, alors imaginons le prof qui a ses copies à corriger, qui a plein de boulot, des chercheurs me disent à la fin de mes conférences, oui, tu as raison, mais c'est la courbe de Gauss. Ils se trompent. Ils se trompent pourquoi? Parce que Carl Friedrich Gauss a eu le génie de remarquer que chaque fois qu'il y avait un phénomène naturel, j'ai parlé des tailles, ça peut être les poids, ça peut être des diamètres de troncs d'arbres, des longueurs de tiges, chaque fois qu'il y avait un phénomène naturel, il y avait toujours ce type de répartition, une accumulation symétrique autour d'une valeur moyenne qui d'ailleurs ici est la médiane, il y en a autant d'un côté que de l'autre. Alors pourquoi c'est absolument faux de dire ça, c'est la courbe de Gauss? Parce qu'une répartition de notes n'est pas un phénomène naturel. Ce qui est un phénomène naturel, je le dis tout à l'heure, c'est la vitesse d'acquisition d'une notion. Le QI, appelons ça comme vous voulez, mais pas une répartition de notes. Pourquoi ce n'est pas un phénomène naturel? Parce qu'il y a des capacités exigibles, il y a des contraintes, il y a la mission de l'enseignant, et les enseignants eux-mêmes, enquête que j'ai effectuée à l'appui, reconnaissent que leur mission c'est de former, c'est pas de sélectionner. Ce n'est pas un phénomène naturel. Alors maintenant, un point qui interpelle, je défends les enseignants, c'est involontaire, c'est inconscient, je me suis livré, mais il n'en demeure pas moins que ce sont les enseignants qui posent les sujets et qui corrigent les copies. Alors le point qui va nous intéresser maintenant, c'est le suivant. Comment finalement fait-on pour obtenir sa constante macabre? C'est pas contradictoire, ça peut être inconscient, mais on peut quand même analyser le mécanisme qui fait qu'on a ces notes. Alors, première raison qui vient à l'esprit, c'est de dire on va poser quelque chose de difficile et puis on va faire un tri. J'ai fait une analyse plus fine et j'ai repéré 10 trucs
10 trucs utilisés par l'enseignant pour obtenir sa constante macabre. Et j'avoue que personnellement, pendant longtemps, avant que je mette en application le système d'évaluation par contrat de confiance, pendant toute ma carrière pratiquement, j'ai été victime des 9 premiers. Il n'y a que le 10e que je n'ai pas utilisé. Alors d'abord, le premier truc, difficulté des questions posées. Déjà, le mot difficile, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de dire est-ce qu'il sait faire ou est-ce qu'il ne sait pas faire. On commence à doser, ça va être difficile. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord difficile? Ça fait partie de ce que j'appelle, dans le livre que j'écris sur les paradoxes dans l'enseignement, des mots mal définis. On emploie ce mot, on ne sait même pas ce que ça veut dire exactement. Difficile pour moi en situation d'évaluation, c'est statistique. Si une majorité, dans des conditions normales, si une majorité d'élèves est en échec, je dis que c'est difficile. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Et quand une notion est-elle difficile, question qu'on doit se poser, quand une question est-elle difficile, je traduis ça en termes de distance. Si ça ressemble à ce que l'élève a vu avant, et s'il a travaillé, il a des chances de savoir faire. Si ça ne ressemble pas, eh bien, il ne sait pas faire, c'est un phénomène continu. Et j'affirme qu'en temps limité, personne ne peut résoudre un problème nouveau. J'ai même questionné des polytechniciens, des élèves normales sup pour pouvoir affirmer ça. En temps limité, en temps illimité, c'est différent. La question cadeau, deuxième truc, qu'est-ce que c'est que la question cadeau? En France, si un professeur est convaincu que tous les élèves répondront, tous sans exception, répondront à une question de contrôle, il ne la pose pas. Ça veut dire que ça ne sert à rien, quoi. Il faut qu'il y en ait au moins un qui ne sache pas la faire pour que ça serve. Des sujets trop bien équilibrés. Qu'est-ce que c'est un sujet bien équilibré? On commence par des questions faciles, mais pas cadeaux. Ça se complique. On fait mentalement, on dit tiens, comme un élève qui arrive là, il aura 13, 14. Après, c'est comme les feux d'artifice. Il y a le bouquet final. On se dit, bon, 13, 14, maintenant, on va poser quelque chose de plus joli, on se fait plaisir. Vous savez. Et alors là, moi je ne vous cache pas que quand je pose un sujet comme ça, je suis heureux, je suis fier, je le montre aux collègues, je dis, t'as vu, il a posé un beau sujet, il aura fait démontrer tel théorème à la fin, etc. Et je répète que j'en suis content quand je pose un sujet de ce type. On gradue. Qu'est-ce qu'on a fait en réalité? On a construit sa courbe de Gauss. Ça n'a rien à voir avec est-ce qu'il sait faire ou est-ce qu'il ne sait pas faire, on gradue. Le barème. Le barème, ça c'est quelque chose d'assez terrible. D'abord une confidence, j'ai horreur de corriger les copies, mais ce qui me rassure, c'est que j'ai dû questionner environ 20 000 profs dans mes conférences, et à main levée, je leur demande quels sont ceux qui aiment corriger les copies, j'en suis à 32. Et il faut maintenant comprendre pourquoi. J'ai enfin compris pourquoi c'était normal, on est normaux, ceux qui n'aiment pas corriger les copies. Pourquoi j'aime corriger les copies? Je déteste corriger les copies et que j'aime dépouiller mes enquêtes. Ça ressemble, on a un stylo, on lit, on met du rouge, on met des trucs. Mais je vais vous dire pourquoi, parce que les copies, on en a vraiment beaucoup trop. On n'a pas le temps de faire un travail de pédagogue. Un travail de pédagogue, c'est pas de mettre du rouge et de mettre une note, c'est de dire combien d'élèves ont fait cette erreur, combien, etc. On n'a pas le temps. Bon. Alors maintenant que je me suis livré, je vais vous présenter, ça je peux pas m'empêcher, un petit sketch, on va rigoler un petit peu, parce que ça m'est arrivé pas qu'à moi. Un paquet de 100 copies à corriger en retard, comme d'habitude, s'assoit, avant de commencer, il me tarde d'avoir fini, fait un corrigé, un barème, et on y va. Première copie, 20. Deuxième copie, 19,5. Troisième copie, 20. Quatrième copie, 19. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je devrais être content. Je devrais me dire, ah, quel plaisir d'avoir choisi ce métier. Quel retour. Quel magnifique métier, ils ont compris. J'aimerais que ça dure comme ça jusqu'à la fin. Pas une fois, je me suis dit ça. Je vais vous dire ce qui se passe dans ma tête. Oh là là, ça fait déjà un bon moment que j'y suis. Si ça continue comme ça, ce contrôle ne va servir à rien. Avec une parenthèse, si jamais ça arrive, les élèves savent que le contrôle d'après, on régularise. Mais je continue en espérant que ça s'arrange. Ça s'arrange, c'est-à-dire qu'on trouve un petit 1, un petit 2 qui nous rabaisse des notes. Et dans cette atmosphère pleine de stress, mais remplie d'espoir, 8e copie, Martinez.
Martinez qui a 15, d'habitude il a 3. Alors ça, c'est le coup de grâce. Martinez a 15, d'habitude il a 3, je devrais me dire, fou de joie. Même Martinez a enfin compris, je suis excellent. Comme dit mon ami Barra de Poitiers, tant qu'avoir une opinion de soi, autant qu'elle soit bonne, je pourrais me dire, je suis excellent. Martinez 15, d'habitude il a 3, ça veut dire que ça ne va pas. Et qu'est-ce que je fais? Pas méchamment. Je n'ai pas l'impression d'être méchant. On revoit le barème. Alors, première question, oui. J'avais mis 3 points, 3 points, première question, ça vaut un demi-point. Martinez l'a traité, ça vaut un demi-point. Voilà. Rigueur dans la rédaction. Comment rédiger? Alors ça, c'est un grand problème de nos programmes. Il y a une lacune énorme. Il n'y a pas un mot dans les programmes français, je dénonce fortement, j'ai fait des conférences entières là-dessus. Là, pas le temps aujourd'hui, c'est pas mon propos. Pas un mot pour donner quelques conseils, surtout aux professeurs débutants, quel type de rédaction on attend. On peut très bien savoir faire un exercice en maths ou en physique, par exemple, c'est pareil dans toutes les matières d'ailleurs. Et comment doit-on rédiger? Alors dans un tel contexte, chaque prof a créé son système de trucs. Alors on peut y aller, on enlève des points, on ajoute. D'ailleurs j'ai fait une enquête qui est très frappante. 50 professeurs à qui je rends hommage, 25 ans, c'est pas hier, c'est l'enquête dont je vous parle, dans des stages que j'ai animés, qui ont accepté de se prêter à l'expérimentation suivante. 50 profs. En maths, 3e, seconde. Une question que tout le monde savait faire. Tout le monde savait faire. Et je leur ai demandé de la rédiger comme ils aimeraient qu'un de leurs élèves la rédige. Ils l'ont fait, je me suis prêté au jeu moi-même. Ensuite, on changeait de casquette, j'ai fait des photocopies, chacun avait un paquet de copies, dont la sienne. Tous ses collègues, je leur ai demandé de corriger, comme s'ils corrigeaient les copies de leurs élèves. C'est facile à comprendre. C'était noté sur 5 points. Donc moi j'ai mis 5 à tout le monde. Et puis je croyais même que j'avais un peu perdu mon temps, mais pas du tout. Parce que la suite, vous comprendrez pourquoi j'ai pas perdu mon temps. Les notes allaient de 2,5 à 5. Donc je répète, c'est très fort ça, parce que ce qu'on sait déjà dans notre pays, c'est quand il y a des profs différents qui corrigent une même copie, il y a des différences. Là, c'est pas ça. C'est des profs dans un même pays, la France, avec des programmes bien précis, qui corrigent des copies de leurs collègues, tout le monde sachant faire l'exercice. Ça veut dire qu'il y a un flou absolument horrible. J'ai d'ailleurs dressé un tableau à ce sujet, où il y avait les correcteurs et corrigés. Sur la diagonale, on aurait dû trouver que des 5, puisque c'est le prof qui corrigeait sa propre copie. Même pas. Il y avait un 3,5 sur la diagonale. C'est-à-dire un prof, entre le moment où il avait rédigé et le moment où il corrigeait, il s'est dit que finalement, j'aurais dû ajouter cette précision à tel endroit. Donc là, on s'en donne à cœur joie. C'est un moyen aussi de baisser des notes quand on estime qu'on peut les baisser. Alors je continue dans les 10 trucs. Il y en a des sujets trop longs. Ça, c'est aussi une autre lacune énorme dans nos programmes. Énorme, ça paraît incroyable. Il n'y a pas un seul mot dans les programmes français pour donner quelques indications sur ce que devrait être une longueur de sujet. Par exemple, en histoire-géographie, en 4e, voilà un bon sujet. Pour 1 heure, voilà un exemple. Pas un mot. C'est-à-dire que chacun, on sent à peu près que... Et alors moi, c'est même pas inconscient ce qui me concerne, c'est conscient. Je me livre, c'est conscient. Quand je crains qu'un contrôle ne soit pas assez difficile, je l'allonge. Je compense par la longueur. À la recherche d'un beau sujet, toujours dans les 10 trucs, quand on pose un sujet, on essaye de faire quelque chose de joli, pas un sujet bateau, surtout dans les grandes classes, ce que je vous dis là, soit à l'université, etc. Et quand on fait ça, ce qui nous guide, c'est pas tellement l'évaluation des élèves, mais c'est d'arriver au bout de ce qu'on veut faire démontrer. On oublie la longueur. C'est ça qui est terrible. On oublie la longueur du sujet. Désir de balayer le programme du contrôle. Ça aussi, ça part d'un bon sentiment. On veut poser un sujet, et on aimerait, ça part d'un bon sentiment. Donc il y a un décalage entre l'objectif et ce qui se passe en réalité. Et on se dit quand même, pour éviter le coup de chance, ou de malchance, comme on dit, je vais essayer de poser un sujet qui porte sur toutes les parties, le plus possible du programme.
Et qu'est-ce qu'on oublie en faisant ça? La longueur. On a tendance à allonger le sujet pour pouvoir poser des questions qui portent sur tout le programme. La question réservée à l'élève musclore. Qu'est-ce que c'est la question réservée à l'élève musclore? Ça, c'était au début de ma carrière. J'avais été recruté comme assistant à l'université. J'avais 23 ans par le professeur Michel Pommiès, qui je rends hommage. Bien âgé, il a disparu. Un hommage mérité, un excellent professeur. Et quand on préparait nos sujets, on était les deux, et souvent il parlait comme ça, il me disait « Ne craignez-vous pas, monsieur Antibi, que si on laisse le sujet tel quel, Musclore, vous avez compris, Musclore, on l'avait repéré, c'était le meilleur élève de l'amphi. Musclore risque de sortir avant la fin de l'épreuve. » Oula, moi ça m'obsédait moins que lui. Mais quand même, j'avoue que moi, ça m'aurait dérangé vraiment de voir Musclore sortir du haut de l'amphi. Une demi-heure avant la fin du temps réglementaire, descendre tranquillement, en roulant les mécaniques avec sa copie, et la jeter sur le bureau, ça me dérangeait. Je sais pas, je me disais, c'est pas possible, on n'est même pas capable de maintenir Musclore assis jusqu'à la fin, il va croire qu'il est meilleur que nous. Qu'est-ce qu'on a toujours fait? On a toujours ajouté une question spéciale Musclore. Et Musclore n'est jamais sorti avant la fin de l'épreuve. Alors maintenant, le dernier truc, c'est le 10e. C'est le seul que j'ai jamais utilisé. Mais il ne faut surtout pas accabler les collègues qui l'utilisent. Une drôle de générosité, c'est quoi? C'est des collègues qui me disent, souvent de manière un peu irritée, lorsque j'ai effectué mes enquêtes, « Ouais, je sais, mais celui sur long est difficile. » Je dis, « Ça va. » Mais quand je leur rends les copies, j'ai une moyenne de 7 sur 20, je dis, « Ça va, vous avez tous bien travaillé. » J'ajoute 2 points à tout le monde. Voilà. Voilà. Ben, j'en ai terminé. Merci pour votre attention.